Qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on délègue notre pouvoir de décision aux machines? On recommence toujours la même erreur, c'est extraordinaire. À se demander parfois pourquoi l'enseignement de l'histoire est obligatoire. On dit que vous avez prophétisé énormément de choses. C'est ce qui vous a valu aussi votre surnom de prophète de l'Apocalypse. Les grandes conférences de l'Université de Lausanne. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des grandes conférences de l'UNIL qui nous plonge au cœur des sciences. Vous écoutez Sous influence, comment l'emprise transforme nos pensées. Dans cette conférence, Elisabeth Fétit décrypte les mécanismes psychologiques qui permettent à l'assujettissement mental de s'installer. Elle est fondatrice du podcast Méta de choc, documentariste spécialiste des mécanismes d'emprise mentale. La chose la plus importante et qui fait qu'on peut tomber dans une dérive sectaire, c'est le moment propice. Et ça, le moment propice, on peut tous, en fait, y être sujet. Vous entendrez des exemples concrets de personnes qui ont été sous emprise. Et surtout, vous comprendrez comment des hommes et des femmes ordinaires, éduqués et bien intentionnés, peuvent glisser sous l'influence d'un leader charismatique. Attention, certains propos peuvent être choquants en raison de la nature même des témoignages présentés. Dans la vie, j'ai une passion, c'est d'observer et de décortiquer la pensée humaine. Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons ? Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons ? Et pourquoi faisons-nous ce que nous faisons en bout de ligne ? Et s'intéresser à ça, eh bien, ça s'appelle la métacognition, c'est-à-dire la cognition de la cognition, le fait de réfléchir à nos propres pensées et aux pensées des autres. C'est un sujet qui me passionne tellement que j'en ai fait un podcast, donc le podcast Méta de choc, qui traite de la pensée critique appliquée à soi, parce que c'est toujours mieux d'appliquer la pensée critique à soi, en tout cas c'est mon avis. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'endoctrinement sectaire. C'est un sujet qui me paraît particulièrement intéressant, parce qu'il concentre les réactions humaines que nous avons tous et toutes, nos nécessités psychiques et notre grande facilité à succomber, notre vulnérabilité vis-à-vis de la manipulation mentale. Alors, la métamorphose dont je vais vous parler, c'est celle d'un esprit qui se retrouve sous emprise. Je vais vous demander d'imaginer. Imaginez Vera, elle arrive à un point de rendez-vous et elle attend. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle attend. Mais il y a 24 heures, elle a reçu un billet d'avion pour Paris. Et elle a dû, donc un peu dans la précipitation, prévenir son entourage qu'elle ne serait pas joignable dans la semaine qui vient. Elle attend donc, et puis une voiture s'approche et une personne dit son prénom. Elle entre à l'arrière de la voiture, elle s'installe, et la première chose que la jeune fille qui est assise à côté du chauffeur lui dit, c'est « Donnez-moi votre téléphone et votre passeport ». Elle met par ailleurs des lunettes noires occultantes qu'on lui tend, un chapeau, et on lui demande de baisser la tête pour ne pas regarder la route. Quelque temps après, elle arrive à un appartement. Elle est accueillie par une autre jeune fille, une autre jeune femme qui ne parle pas sa langue. Elle est enfermée dans une chambre sans possibilité d'en sortir et elle accepte ces conditions. Elle les trouve tout à fait justifiées, parce que ce sont des mesures de sécurité. Elle n'est pas là pour prendre des vacances, elle est là pour rencontrer l'une des personnes les plus recherchées au monde, Grégoriane Bivolarou. Dans d'autres pièces, il y a d'autres personnes, d'autres jeunes femmes qui attendent également de pouvoir rencontrer Grégoriane Bivolarou. Vera pense que c'est un grand honneur, un privilège de pouvoir le rencontrer et de recevoir de sa part un enseignement secret qui va lui permettre de progresser sur son chemin spirituel de manière rapide et efficace. Alors, sans doute qu'en entendant ça, vous allez vous dire « Moi, jamais je ne ferai ça ». Et sans doute aussi que Vera, quelques années auparavant, aurait dit la même chose. Sauf qu'au moment de ces faits qui sont véridiques, eh bien, elle est sous emprise mentale. Sa pensée est en fait modifié, altéré. Donc maintenant, voyons qui est ce Grégoriane Bivolarou. C'est un Roumain qui a 50 ans de carrière derrière lui. Il est le dirigeant d'un mouvement qui s'appelle MISA, le mouvement d'intégration spirituelle dans l'absolu. Un mouvement qui est présent sur différents continents
et qui est un réseau d'écoles de yoga et de tantra. Alors, le tantra, qu'est-ce que c'est? C'est une activité spirituelle. Le terme tantra est issu de l'hindouisme, mais bon, clairement, il a été un peu modifié dans la spiritualité contemporaine New Age, et il est présenté par cette école comme un chemin spirituel vers l'éveil au travers de la sexualité et notamment de la continence sexuelle, c'est-à-dire le fait, notamment pour les hommes, de ne pas éjaculer. Cet homme, au moment où Vera entre dans cette voiture, est sous mandat d'arrêt depuis 2012. Donc, il est poursuivi par différentes polices, dont Interpol. Il est surveillé en réalité depuis 1971, date à laquelle il avait 19 ans, parce qu'il avait été repéré comme une personne qui collectionnait les revues pornographiques, à l'époque où c'était le règne de Ceausescu, donc autant dire que ce n'était pas exactement accepté, et que donc il avait été surveillé à cette époque-là déjà. Et dans les années 80, à plusieurs reprises, il est arrêté, incarcéré en Roumanie pour obscénité, pour aussi pratique spirituelle, parce que le yoga était interdit. Et donc, il s'est fait arrêter par la Securitate plusieurs fois, jusqu'à 89, où il était carrément en hôpital psychiatrique, jugé comme déviant, et puis voilà, il était clairement mis de côté et sous contrôle. Sauf qu'en 89, donc, le mur s'effondre, et Ceausescu est abattu, et donc les prisonniers militaires, etc., sont libérés, dont Grigorian Bivolao. Et il va, à ce moment-là, commencer réellement sa carrière de maître spirituel, au départ maître de yoga, mais clairement, à l'époque, à la chute du mur, le yoga, c'est quelque chose de très à la mode en Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a une libération spirituelle à un moment donné où, sous le communisme, bien sûr, c'était absolument interdit. Donc lui, il en profite, et puis dans les années 95, il a à peu près 30 000 adeptes, donc déjà une belle réussite. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme il veut, parce que malgré tout, il se fait arrêter encore à plusieurs reprises. En 2004, en Roumanie, parce qu'il a agressé sexuellement et maintenu sous emprise une mineure. Il sera jugé et condamné pour ça. En 2005, par la Finlande, qui, elle aussi, le poursuit, puisqu'il a commencé à s'étendre au niveau international. Et même en 2016, il est arrêté en France. Mais à chaque fois, il est relâché. Il est arrêté, mais à chaque fois, il est relâché. Parce que liberté conditionnelle, et puis il s'enfuit, parce qu'il fait une demande d'asile en Suède qui accepte et qui lui accorde un passeport et un nouveau nom, un nom suédois, parce que lui, il dit qu'il est persécuté pour des raisons d'intolérance spirituelle. Alors on pourrait se dire cet homme est vraiment mal barré, quoi. Je veux dire, il est en fugue, il est recherché par Interpol. Il est arrêté à plusieurs reprises. Il doit avoir un peu des difficultés avec son business quand même. Bah, pas du tout. Il se fait sortir d'un certain nombre de groupes internationaux de yoga et de tantra qui disent bon, là, c'est plus vraiment une personne qu'on peut côtoyer. Et il crée sa propre fédération, la fédération Atman, qui va regrouper un certain nombre d'écoles à travers le monde. Donc, il est en plein succès sur différents continents, en Allemagne, en France, en Belgique. Alors, il n'y a, à ma connaissance, pas d'école en Suisse, mais il y a des écoles un peu dans tous les pays d'Europe, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Finlande, la Suède, le Danemark, etc., mais aussi en Amérique, Argentine, en Inde, en Thaïlande, etc. Alors, Vera, elle sait qu'il est recherché, mais à l'intérieur de l'école, on lui dit « mais non, en fait, attention, c'est des rumeurs, il y a des gens malveillants qui veulent nous empêcher d'avoir une vie spirituelle ». Et elle a trouvé beaucoup de bénéfices à être dans ce mouvement, dans cette école de yoga au départ. Alors, comment est-ce que ça se fait que cette personne se retrouve sous emprise ? Évidemment, on a tous une idée sur la question. On se dit, par exemple, elle a une personnalité faible. Elle est influençable, peut-être. Peut-être qu'elle manque d'intelligence, de discernement. On entend souvent ce terme-là, il faut savoir discerner dans la vie. Ou peut-être qu'elle manque d'éducation. Elle n'a pas reçu une éducation à la hauteur et donc elle ne sait pas identifier le bon du mauvais.
Bon, en réalité, la plupart des personnes qui sont sous emprise mentale et dans des dérives sectaires, ce n'est pas ça le facteur qui fait qu'elles sont sous emprise. Il faut savoir qu'un mouvement à dérive sectaire, c'est un mouvement qui est un produit d'appel. Quelque chose qui nous attire. Alors, chaque mouvement va avoir quelque chose à vous proposer. Puis il y a des mouvements où vous allez vous dire ça ne m'intéresse pas. Puis il y en a d'autres, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, MISA, c'est le yoga. Mais si on prend un exemple d'une organisation surveillée pour dérive sectaire, la scientologie, elle propose comme produit d'entrée, comme produit d'appel, un test psychologique. Et puis, elle milite contre la psychiatrie, la psychiatrisation des pathologies mentales. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas aller faire un test ? Pourquoi pas aussi se dire, oui, les conditions de vie dans la psychiatrie, est-ce que c'est vraiment efficace ? Ça paraît un peu, quelquefois, excessif, ou voilà. Si on prend l'anthroposophie, qui est aussi un mouvement surveillé pour dérives sectaires, et là, son produit d'appel, ça va être l'alimentation, avec la biodynamie, qui est une agriculture qui est présentée comme plus bio que bio, avec une part spirituelle. Ça va être les écoles Steiner-Waldorf, ça va être la médecine anthroposophique, les produits Velleda, ça va être les banques présentées comme éthiques. Si on prend la Nouvelle Acropole, qui est un mouvement qui fait des saluts romains, ils appellent ça des saluts romains, ils aiment bien les uniformes, eux, ils proposent de la philosophie, des cours de philosophie. Donc, vous voyez une affiche dans la rue qui propose un atelier de philosophie. Bien entendu, vous ne savez pas quel est le discours qui est derrière. Vous pouvez aller éventuellement à un atelier, une conférence sur le sujet, parce que voilà, vous allez apprendre des choses. Le mouvement raélien, il est un peu plus iconoclaste, avec les extraterrestres, la libération des carcans sociaux, mais il y a un message d'amour, un message de paix. Donc ça parle à certaines personnes. Les témoins de Jéhovah, on va avoir un fondamentalisme chrétien, donc la rigueur des règles, mais en même temps la promesse de la vie éternelle. Et puis on va aussi retrouver dans certaines églises évangéliques un discours qui peut plaire parce que communauté soudée, pureté de la connexion à Dieu. Bref, il y a tout un tas d'ouvertures possibles pour rentrer dans un mouvement. Et au départ, on ne sait pas où on met les pieds. Alors ça, on peut d'ailleurs retrouver l'assujettissement mental dans des cadres beaucoup plus classiques comme le couple, comme le travail. On nous propose une solution miracle pour gagner 50K la semaine prochaine, ou aussi dans la santé, la solution miracle à votre sclérose en plaques. Et là, on peut effectivement se retrouver sous emprise d'une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Les motivations. Quelles sont les motivations des personnes qui entrent dans ces mouvements ? Ça peut être aussi très varié. On va avoir la quête existentielle. D'autres personnes vont avoir un désir de connaissance de soi, de développement personnel. D'autres encore, la santé, le bien-être. L'écologie. On veut s'engager pour sauver la Terre, contre le dérèglement climatique, pour une bonne alimentation saine, ou le véganisme, le végétarisme, etc. Le féminisme, on veut de la sororité, on veut une communauté, on veut plaider la cause des femmes. La socialisation, parce qu'on est un peu isolé et qu'on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ou tout simplement la curiosité. On est curieux, on a envie de connaître de nouvelles choses, on n'a pas envie de rester plan-plan dans ce qu'on connaît déjà. Et bien sûr, l'entourage. Il y a des gens qui entrent dans des dérives sectaires parce que leur entourage est déjà engagé. Donc soit une nouvelle rencontre, par exemple, on rencontre une personne qui nous plaît, et puis cette personne nous dit « Tiens, regarde, je vais régulièrement, chaque semaine, à telle réunion, tu devrais venir avec moi, etc. » Ou, bien évidemment, il y a aussi le cas des personnes qui naissent dans des mouvements à dérive sectaire. Alors, est-ce qu'il y a un terrain favorable à l'emprise ? Est-ce que, chez une personne, il peut y avoir quelque chose qui va la favoriser, en tout cas qui va favoriser sa mise sous emprise mentale ? Alors, la première chose, c'est la faille psychologique. Effectivement, potentiellement, une personne qui a eu une famille dysfonctionnelle, qui a connu aussi des abus dans sa vie, peut avoir une difficulté à identifier les limites, à identifier les moments où il y a danger. Ça, c'est documenté en psychologie. Il y a aussi le fait que si on a eu une famille dysfonctionnelle, on a peut-être envie d'en avoir une nouvelle. On a envie de rencontrer une nouvelle famille. Et que le côté communautaire de certains mouvements peut en fait nous attirer. Est-ce que le caractère
parce qu'il y a des caractères qui sont plus susceptibles de tomber sous emprise. Alors, l'impulsivité peut être un facteur, quelqu'un qui se décide très rapidement et ne va pas vraiment se documenter, vraiment rechercher, faire une recherche sur ce dans quoi il ou elle s'engage. Jusqu'au boutiste, quelqu'un qui est super à fond, qui se dit « ouais, moi j'y vais à fond, de toute façon je ne fais pas les choses à moitié », et qui ne va donc pas s'arrêter à un moment donné où peut-être il faudrait se poser et se poser des questions. Et puis peut-être une autre piste, c'est le manque de flexibilité mentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a remarqué qu'il y a des choses qui ne vont pas, que peut-être que certaines situations nous font souffrir, eh bien, ça demande une certaine flexibilité mentale de se dire « je me suis trompé, je vais devoir réévaluer la situation ». Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre, ce sont des profils psychologiques, entre guillemets, ou des caractéristiques. Mais vraiment, la chose la plus importante et qui fait qu'on peut tomber dans une dérive sectaire, c'est pas ça. Enfin, c'est pas principalement ça. C'est plus le moment propice. Et ça, le moment propice, on peut tous, en fait, y être sujet. Qu'est-ce que c'est un moment propice, par exemple? Un moment de détresse émotionnelle. On est malade, on n'a pas de recours, on est désespéré, on a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On est dans une période de transition de vie, on arrive sur le marché du travail, par exemple. On est un peu perdu, on cherche ses repères, on essaye des choses. Ou alors, au contraire, on part à la retraite et on a beaucoup de temps devant soi et on se dit pourquoi pas essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi le départ des enfants de la maison. Voilà, on se retrouve avec plus de temps et puis on a un vide et on a envie de le combler. Il y a l'isolement social aussi, qui est un facteur important parce que quand on entre dans un mouvement problématique, ce qui peut nous sauver ou ce qui peut nous permettre de prendre un petit peu de recul, c'est notre entourage qui va nous dire « je ne sens pas ton truc. T'es sûr là T'es sûr qu'aller autant de fois au yoga par semaine, c'est tous les soirs ou même le week-end, pourquoi ?» Si on est isolé socialement, on n'a pas ce retour. Et puis surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est que tout part d'un malentendu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand j'arrive et que je m'engage, ou j'assiste à une conférence ou à un atelier, ou que je m'engage dans une école de yoga, que je prends des cours, à aucun moment on me dit alors, le deal, c'est ça, en fait, tu viens assister au yoga, tu viens pratiquer le yoga, mais bon, au bout d'un moment, en fait, on va te demander de coucher avec le gourou, et puis on va te demander beaucoup d'argent aussi, et puis de toute façon, on va te demander de vivre à plein temps dans l'ashram. Donc, il va falloir que tu te coupes de ta famille, il va falloir que tu te coupes de tes amis. Non, on leur dit pas ça. On leur dit pas ça, on leur dit, c'est un lieu magnifique, extraordinaire, où tu vas apprendre le yoga et rencontrer des gens sympas. Et il y a une personne qui en parle très bien, c'est Deborah Layton, qui était membre des People's Temple, qui est une secte qui a été très connue, qui a été fondée dans les années 50. Et elle est très connue parce qu'elle a été créée par Jim Jones, qui avait fondé une communauté qui s'appelait Jonestown, en Guyane. Et à un moment donné, il a demandé à tout le monde de se suicider en pleine jungle. Loin de tout, et donc des hommes, des femmes et des enfants se sont suicidés ou ont été suicidés, dans beaucoup de cas également. Et donc, Deborah Layton, elle a été membre éminent des People's Temple. Et puis un jour, elle s'est dit, mais ça ne va pas du tout. Elle était dans la jungle avec tout le monde, et puis elle dit, là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose d'atroce, il faut que je m'en aille. Donc elle s'enfuit. Et elle va voir les autorités américaines, elle leur dit « il faut vraiment que vous interveniez, cette communauté, il va se passer quelque chose de grave ». Donc elle avait réussi, alors qu'elle était très haut placée, à remettre en cause en fait, son engagement. Elle a créé un bouquin qui s'appelle « Seductive Poison », où elle dit « Personne ne s'engage dans une secte. Personne ne s'engage dans quelque chose dont il ou elle pense que cela va lui faire du mal. » On s'engage dans une organisation religieuse, on s'engage dans un mouvement politique, ou on s'engage aux côtés de personnes qu'on apprécie vraiment. Donc, la crédulité et le fait de dire on se confie à n'importe qui, on donne sa confiance à n'importe qui, ça ne marche pas. Alors, imaginez à nouveau. Béatrice, elle est portugaise,
Et ça fait plusieurs années qu'elle est dans ce cours de yoga, dans une école Misa, qui s'appelle Nata. Il y a différentes écoles avec différents noms à travers le monde. Et sa prof de yoga, qu'elle estime énormément, lui dit « Mais tu sais, tu devrais te présenter au concours Shakti, au concours de Shakti. » Alors Shakti, c'est une déesse indienne de la féminité, de la séduction, etc. Et chaque année, en été, sur la mer Noire, le mouvement Misa organise un grand événement qui rassemble des milliers de personnes venues de partout sur la planète. Et à cette occasion, ils organisent un concours, un peu comme un concours de Miss, Miss France ou Miss Suisse, et là, c'est Miss Shakti. Pour ça, elle doit s'inscrire, payer 500 € sans l'assurance d'être sélectionnée, et elle doit envoyer des photos d'elle en maillot de bain, parce que Grégoriane Bivolarou va pouvoir observer si elle a une bonne aura. Elle doit également faire un test de MST pour vérifier qu'elle n'a pas de maladie sexuellement transmissible, parce qu'il y a des activités assez poussées pendant l'événement. Et elle sait qu'elle va devoir vraiment s'engager à fond. Si elle veut être Miss Shakti, il y a de la concurrence. Donc elle sait qu'il va y avoir beaucoup d'entraînement sur place, etc. Et puis sa prof lui dit « Écoute, c'est génial, fais-le, tu vas voir, moi je l'ai fait. » C'est transformateur. Moi, spirituellement, j'ai énormément progressé et je suis vraiment super contente que tu puisses toi aussi éventuellement avoir accès à ça. Donc elle est très enthousiasmée et puis elle est donc sélectionnée. Quand elle arrive, on lui fait signer un contrat et puis tout de suite, toutes les personnes qui ont été sélectionnées, on va leur demander, toutes les femmes, ce sont uniquement des femmes, de se mettre nues, de se déshabiller. Et Béatrice, elle garde en tête ce que lui a dit sa prof de yoga, qui lui a dit « Écoute, si tu veux aboutir à quelque chose avec ça, si tu veux en profiter au maximum, il faut que tu dises oui à tout. » Elle, ça fait déjà des années qu'elle est dans l'école. Elle se dit « Ok, je vais faire ce qu'elle me dit. » Elle est déjà passée par là, j'adore cette prof, je l'estime énormément, elle est très élevée spirituellement, je vais faire ce qu'elle me dit. Donc elle se déshabille, elle voit que de toute façon, toutes les autres femmes sur place, enfin, pour le concours, parce qu'il y a des milliers de personnes dehors, mais c'est encore autre chose, les dizaines de personnes qui sont là sont toutes nues. Donc elle se dit, bon, ok, je vais le faire. Ensuite, elles font la queue, et puis elle arrive, on l'appelle, et elle arrive dans une pièce où il y a des photographes, des vidéastes qui font partie de l'équipe de la secte. Bien sûr, il n'y a pas de médias extérieurs. Et là, on lui demande de s'asseoir par terre et d'écarter les jambes pour montrer son yoni. Donc son yoni, c'est sa vulve. Donc là, elle est extrêmement mal à l'aise, et elle se dit, c'est pas possible, elle le fait quand même. C'est que le début, elle vient d'arriver. Puis elle se dit, bon, de toute façon, je vais bien voir, puisque moi, je sais que ça va être génial à la fin. Donc je vais le faire, et j'ai confiance aussi dans cette organisation. Des années plus tard, elle raconte, elle dit, pour accéder au niveau supérieur, les professeurs les plus avancés sont passés par là. Ok, je peux le faire. Après, elle passe différentes étapes, elle réussit à monter dans le concours, elle arrive à la finale plus ou moins. Et puis, il y a ce qu'on appelle la nuit secrète, qui est l'un des événements finaux. Et là, on va demander aux 15 dernières concurrentes de méditer dans une salle dans la pénombre, et puis de méditer pendant des heures et des heures et des heures. Et puis, au bout d'un moment, elle se dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, elle commence à entendre des gémissements, des femmes, en fait, qui gémissent et qui commencent à avoir des relations sexuelles entre elles. Elle se dit, mais ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas du tout à l'enseignement que j'ai reçu, qui est qu'on doit faire l'amour uniquement avec les personnes qu'on apprécie, qu'on connaît, et pas de sexe. Le sexe, il n'y a pas de sexe dans notre école. C'est vraiment que des relations d'amour. Donc ces personnes, moi je ne les connais pas, je ne vais pas avoir de relation sexuelle avec elles. Bon, finalement, ça passe, voilà. Et puis, il y a des hommes qui entrent dans la pièce et puis qui commencent à poser des sacs plastiques au sol et qui distribuent des carafes d'eau. Et elles doivent toutes boire la carafe en entier. Et là, elle sait ce qui va se passer. Elle sait que c'est le rituel de l'urinothérapie. L'urinothérapie, c'est ce qui va se passer la nuit d'après,
le soir d'après, la fameuse nuit secrète, avant d'entrer en scène et de faire leur show et de faire leur présentation comme elles l'ont fait déjà plusieurs fois, eh bien, elles vont devoir boire l'urine qui a été mise à disposition la nuit d'avant. Voilà, donc, des années plus tard, elle dit « Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé », puisqu'elle est sortie de la secte. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi je ne suis pas partie de là? Un autre exemple, Miranda, une Anglaise, en 2019, a passé 6 mois. Elle est à Prague. Elle est arrivée en car depuis Paris, parce que Paris était la plaque tournante de toute cette organisation, sans téléphone, sans passeport, sans carte bleue. Et elle est restée pendant 6 mois à danser et à faire des mines, je ne sais pas comment dire exactement, devant une caméra pour des personnes sur Internet qui payaient pour la voir faire ce qu'elle faisait. Et là, elle dit également, des années plus tard, « J'étais prisonnière, c'est clair, prisonnière à domicile, mais je me pensais libre, en cours de croissance spirituelle, je devais en passer par là. » Pour elle, c'était du karma yoga, c'est-à-dire les activités du quotidien, bon là c'est un peu plus que le quotidien, nous servent à grandir spirituellement. On les dédie à notre croissance spirituelle, au service du groupe également. Et là, j'arrive à un troisième et dernier exemple, qui est Ingrid, finlandaise. Elle a fait comme Vera, elle s'est retrouvée dans cette fameuse pièce, toute seule, enfermée, en attente de rencontrer Grégorienne Bivolaro. Et ce qu'elle décrit, après des heures d'attente, à devoir étudier des dossiers sur la spiritualité, des dossiers sur l'urinothérapie, à regarder des vidéos érotiques, voire pornographiques, c'est que quand son maître, son gourou, l'a appelée, eh bien, ça a été une expérience de sexualité absolument brutale, bestiale, à tel point qu'elle a eu une perforation vaginale. Donc voilà, toutes ces femmes, ce sont des femmes éduquées, des femmes qui savent s'exprimer et qui sont quelques exemples parmi les milliers et les milliers de femmes qui sont passées entre les mains de Grégorienne Bivolaro pendant des décennies. Alors, il faut comprendre que l'assujettissement mental, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on fait ça. Ce sont des années de mise en place d'un lavage de cerveau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme, mais bon, je pense qu'il est assez parlant. On comprend bien que les personnes ne sont plus dans leur état normal. Les étapes de l'assujettissement. Alors, c'est un processus qui a été pas mal étudié depuis les années 50. Il y a différentes étapes qui ont été déterminées par différents chercheurs. Là, je fais une synthèse. Il n'y a rien de absolument définitif dans ce que je vais vous dire, mais ça va vous donner une idée de ce par quoi passent les personnes qui se retrouvent assujetties par ces gourous. D'abord, la première étape, c'est la séduction. La séduction, ça va être, on arrive à une première réunion, on s'intéresse à la philosophie, on s'intéresse au yoga, et puis les gens sont super sympas, c'est intéressant, ça m'intéresse, ça me convient. Les gens s'intéressent à moi, les gens m'apportent de l'attention et me proposent de revenir. Je reviens, j'essaye, je vais à plus de cours, je m'intéresse à tout ce qui est proposé. Et puis, les gens sont vraiment souriants, accueillants, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Donc, c'est un bombardement d'amour, et où là, les personnes ont vraiment l'impression d'avoir trouvé une famille, d'avoir trouvé des gens super sympas, des gens avec qui ils échangent, avec qui ils ont des conversations intéressantes, et il y a un vrai accueil. La deuxième étape, c'est l'endoctrinement et le contrôle. Donc là, on va commencer à s'immerger dans la doctrine du mouvement, mais pas à pas tout d'un coup. Pas à pas, on va aller éventuellement à une conférence sur le yoga, sur le tantra, et puis il y a une notion de progressivité, de progression dans les enseignements. Donc il y a plein de choses qui nous sont proposées, en général, plein d'ateliers, plein de conférences, plein de choses auxquelles on pourrait assister, et pourquoi pas si là, en l'occurrence, on s'intéresse à la spiritualité, qu'on a envie de progresser, de connaître de nouvelles choses, avec des gens sympas en plus, on y va. Et donc, dans le cas de Misa et des écoles Misa, les femmes et les hommes sont cloisonnés, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas tout à fait le même enseignement. On le comprend bien, puisque le but, c'est quand même d'assujettir les femmes.
Donc il faut que les hommes soient un peu exclus de cette partie-là. Et les hommes, comme les femmes, vont suivre des cours de yoga, vont suivre des cours de tantra si ça les intéresse. Mais les femmes ont accès à un enseignement particulier, à des enseignements secrets. Et ça, c'est très important. On va leur proposer aussi de rejoindre un ashram, de vivre dans un ashram près de l'école, où là, on va entrer dans le contrôle. On va leur dire de ne plus manger de viande, de ne plus manger de poisson, de ne pas fumer, de ne pas boire de café, de ne pas prendre de drogue, et, bien entendu, de ne pas faire de sexe, que de l'amour, et pas d'éjaculation. Donc, continence sexuelle. Les femmes ont droit à des initiations qui, au départ, peuvent paraître anodines. C'est par exemple apprendre à se prendre dans les bras, ou apprendre à se relâcher, à se détendre. Mais à chaque fois qu'elles reçoivent une initiation, on leur demande de jurer sur la Bible qu'elles garderont le secret sur ce qu'elles auront appris. Donc, ça c'est un premier filtre. Il y a sûrement des personnes qui vont dire « mais moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de jurer sur la Bible ». Par contre, celles qui vont dire oui sur des choses très simples, anodines, qui n'ont pas de conséquences négatives, c'est un pied dans la porte. C'est un premier pas vers la soumission. Donc la personne se soumet aux règles qu'on lui impose. Et à ce stade-là, elle passe déjà d'élève à disciple, clairement. Elle est vraiment engagée pour faire ça. Et elle croit qu'elle fait le bien, qu'elle fait des choses intéressantes et que les règles sont tout à fait bien définies, qu'on comprend ce qu'on fait. Et finalement, elle accepte aussi qu'à chaque étape, elle n'apprendra que ce qu'elle doit apprendre à l'étape où elle est. Donc là, on est vraiment à une phase de test de soumission et de filtre. Il y a des personnes qui n'entreront pas là, qui vont rester dans l'école, qui vont faire du yoga et qui ne verront rien de problématique. L'étape suivante, c'est l'isolement social. Donc là, la personne qui veut s'engager vraiment à fond et qui sait qu'il y a des étapes, elle va faire les choses très sérieusement et elle va se focaliser sur tout ça. L'enjeu est intéressant, c'est l'éveil spirituel. Donc, elle va se focaliser sur le groupe, et ce sont des valeurs d'entraide, de salut, de fraternité, avec le sentiment d'avoir accès à des connaissances qui fait qu'elles sont un peu au-dessus du commun, elles sont un peu au-dessus de la moyenne des gens. Donc il y a aussi un sens de l'élitisme, un certain orgueil à faire partie de cette organisation. Mais l'ashram, c'est un endroit où il y a beaucoup de contraintes. D'abord, on a obligation de faire 2 heures de yoga par jour, minimum. On a des tâches domestiques à partager avec des gens qui habitent avec nous, et c'est à 4 ou 5 personnes par chambre. Donc ça veut dire aussi gérer l'organisation et les éventuelles disputes, parce que c'est un chemin d'apprentissage, c'est présenté comme tel. C'est faire les courses, faire l'accueil à l'école, c'est traduire éventuellement des livres, des articles, pour diffuser la parole du gourou, et c'est méditer en famille le soir, avec les autres membres de l'ashram, jusqu'à s'endormir peut-être vers 1h ou 3h du matin, en fonction de ce qu'il y avait à faire dans la journée. Et en général, d'après les témoignages, ils n'arrivent de toute façon pas, puisque ces écoles existent toujours, à faire tout ce qu'on leur demande de faire. Donc il y a un épuisement qui s'installe aussi. Et on se retrouve avec moins de temps et peut-être moins d'envie de voir ses amis et de voir sa famille. On a un accès donc restreint à un autre point de vue. On n'est plus dans la possibilité d'un regard extérieur alternatif qui va nous dire « t'es sûr de ce que tu fais ?» Et on devient là clairement dépendant du leader et du groupe. Vient la reconstruction cognitive, parce que là clairement on a détruit un peu la structure cognitive de la personne, on va la reconstruire, on va la formater. Donc on renforce toujours les enseignements répétitifs de l'idéologie, avec toujours plus de conférences, toujours plus d'ateliers, toujours plus de cours, toujours plus de progression éventuelle pour devenir soi-même prof de yoga, etc. On va aussi attribuer un nouveau nom à la personne. Donc Grégorian Bivolarou organisait, alors il ne peut plus aujourd'hui parce qu'il est en prison, mais organisait des sortes de baptêmes de masse dans une église orthodoxe de Bucarest. Et donc là, clairement, nouvelle identité, nouveau prénom. Et on remodèle la vision du monde de la personne dans un système de croyance qui est cohérent. Ça, c'est un terme très important. C'est cohérent.
Nous, de l'extérieur, on se dit c'est farfelu, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais pour une personne pour qui cette activité est plaisante, intéressante, avec des gens sympas, qui s'orientent, qui intègrent ce chemin-là, les choses sont présentées pas à pas dans une cohérence qui fait que la nouvelle information est cohérente avec la précédente. Alors bien entendu, si on sautait directement à la dernière information, encore une fois, on n'adhérerait pas. Mais si on a commencé doucement, au bout d'un moment, on va croire à des choses extraordinaires, comme par exemple le fait que Grégorian est présent en permanence par télépathie. Et donc, il nous surveille. Enfin, en tout cas, il nous voit. Et on a un portrait de lui au bout de notre lit. On a un portrait de lui dans la salle de yoga. Donc, il est tout le temps là. Donc là, on arrive à la phase de contrôle et de peur et de culpabilité. C'est-à-dire qu'on vit dans un ashram où tout le monde se voit en permanence. Il n'y a pas d'intimité. Donc, on veut faire bien. On veut faire bien, c'est vrai, pour soi-même, mais on ne veut pas non plus être piégé, dénoncé ou en tout cas vu par quelqu'un qui va désapprouver ce qu'on fait mal notre travail. Et puis, on sent la pression du gourou derrière. Et puis, de toute façon, on doit lui demander autorisation pour tout. Alors, il faut savoir que tous les adeptes du monde envoient des lettres à Grégorian Bivolaru pour lui demander son avis et l'autorisation de suivre tel cours, de devenir prof de yoga, et peut-être de s'engager dans une relation amoureuse. Et lui, il leur répond. Il leur répond à chaque personne. Et même l'apparence physique, notamment des femmes, est très contrôlée. Il faut que les femmes aient des courbes, qu'elles manifestent leur féminité, le bonheur, la sensualité. Et bien entendu, même si elles ont accès à des secrets qu'elles ne doivent révéler à personne, y compris à leurs sœurs d'ashram, elles peuvent suggérer des choses aux hommes qui, eux, n'ont pas accès à ces enseignements, mais c'est quand même les hommes qui décident. Faut quand même être, elles sont divines, mais bon, l'homme garde le dernier mot. Voilà, donc là, clairement, il n'y a plus beaucoup d'esprit critique, il y a une perte d'individualité, et puis la peur de passer à côté de l'illumination, la peur de faire un faux pas, et la peur de ne plus faire partie du groupe, d'être rejeté par le groupe si on ne fait pas ce qu'il faut. Les vérités sont simplifiées, mais en même temps, elles sont légitimées, entre guillemets, comme si elles étaient prouvées scientifiquement. Donc elles sont incontestables. Voilà, donc la personne se retrouve dans un état de peur, et là, on voit bien la différence avec la première étape, qui est la séduction, où c'était le bonheur absolu, mais cette image de départ reste gravée dans l'esprit des personnes, comme vraiment ce qu'elles veulent vivre dans leur vie. Et cette peur qui grandit, elle ne vient pas étouffer ce qui a été vécu au départ. Les personnes sont même dans une sorte d'exaltation. Et elles ne vont pas critiquer ce qu'elles vivent, et bien évidemment, et elles se retrouvent dans un enfermement identitaire qui est donc la dernière étape de l'assujettissement, qui est justification d'absolument tout ce qui se passe dans l'école, même s'il se passe des choses bizarres, des choses qu'on ne comprend pas. On ne va pas poser de questions. On ne peut pas poser de questions parce que si moi je pose une question à ma collègue qui elle-même a reçu un enseignement secret, je suis en train de la mettre en danger si elle me parle. Elle peut être exposée aux démons, à l'enfer, et puis surtout elle va être critiquée par les autres membres du groupe. Donc on se tait. On participe aussi à la diffusion de la parole en participant à l'école, mais aussi en construisant des écoles ou en allant travailler quelques mois dans un bar à striptease au Japon. On contribue à l'école. Alors, comment est-ce qu'on sort de ce type de situation qui est quand même, qui peut paraître assez inextricable et qui l'est en réalité? Il y a assez peu de personnes qui sont capables à ce stade de se remettre en question et surtout de remettre en question le système dans lequel elles se trouvent, qui les a enfermées sur un mensonge, sur la base d'un mensonge. Alors, il y a une sociologue qui s'appelle Romy Sauver qui a étudié le processus de sortie de croyances. Et ce qu'elle explique, c'est que bien souvent, il y a eu des choses pendant l'expérience sectaire qui ne se sont pas très bien passées. Il y a quand même eu des moments où on s'est dit « c'est bizarre, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a dit ». Et
elles se le sont toutes dites, en fait, qu'il y avait un truc bizarre, que ça ne correspondait pas. Mais en même temps, derrière, elles avaient un renforcement. Mais non, tu as été choisie. Mais non, il faut que tu dises oui. Mais non, tu es sur ton chemin. Il faut que tu dépasses tes blocages. Bon, mais quand même, c'est resté en tête. Et le jour où, à un moment donné, il y a un événement qui vient entrer en collision avec une valeur morale fondamentale de la personne, et chacun a les siennes, différentes, eh bien, à ce moment-là, la personne va se dire « Non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ça va contre ma morale, mes principes. » Et elle va se remémorer les moments où une personne, une amie, lui va dire « Mais quand même, on ne se voit plus, qu'est-ce qui se passe ?» Ou elle va se remémorer le moment où on lui a demandé de faire quelque chose qui allait contre la doctrine qu'on lui avait enseignée. Les moments où il y avait des personnes décevantes quand même dans le mouvement, qui est censé pourtant avoir des personnes très élevées spirituellement. Et là, à ce moment-là, parce que, je ne sais pas, le gourou est parti avec la caisse ou a volé dans la caisse, peut-être qu'une valeur de cette personne, ça va être on ne doit pas voler, c'est pas possible. Quelqu'un qui vole, moi, je ne peux pas lui attribuer, je ne peux pas lui accorder ma confiance. Et à ce moment-là, elle va sortir du mouvement à cause de ça, pas à cause du reste. Et puis sa voisine, elle va dire bon, attends, c'est quelqu'un d'humain, voilà, il a volé dans la caisse, mais c'est pas très très grave. Bon, voilà, il a demandé pardon, il est revenu. Pour moi, c'est pas rédhibitoire. Il y a un enseignement tellement beau que je reste. Donc voilà, chacun va avoir une raison pour pouvoir à un moment donné se dire non, ça va contre mes principes. Et il y a un autre événement aussi qui peut se produire, c'est la raison de mon engagement dans le mouvement. Finalement, elle est détruite. Par exemple, je me suis engagée dans ce mouvement parce que je considérais que j'allais pouvoir apprendre plein de choses sur les philosophies grecques, par exemple. Et puis, en fait, je me rends compte au bout d'un moment que en fait, ce qu'on m'enseigne, ça n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Et puis, ce qu'ils disent sur la philosophie grecque, c'est complètement aberrant. Moi, j'avais quelques connaissances, et je me rends compte au bout d'un moment que ce qu'ils disent, c'est faux, en fait. Bon, ça peut être un déclic, de se dire, y a un truc qui cloche, ça ne va pas, moi, je ne peux pas me fier à ce mouvement. Voilà, donc ça, c'est des raisons qui peuvent permettre de sortir d'une emprise mentale. Vous l'aurez compris, aller dire à une personne, ton gourou, il est débile, ce que tu fais, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a que la personne elle-même qui peut se remettre en question. Ce n'est pas vous qui allez la convaincre. En revanche, restez en contact avec elle, avoir des conversations qui peut-être du coup n'auront rien à voir avec ce qui se passe dans ce groupe, permet de garder le lien, et ça c'est très important parce que quand on a été pendant des années dans une organisation sectaire, qu'on a perdu ses amis, on s'est distancié de sa famille et que les gens ne veulent plus nous parler, le jour où on a envie de sortir, on va où en fait ? On n'a plus de boulot parce qu'on s'est engagé dans l'école, on n'a plus un radis parce qu'on a tout donné, on n'a pas suivi ses études jusqu'au bout, peut-être parce qu'on était sûr d'avoir trouvé la vérité. Qu'est-ce qu'on fait ? S'il n'y a personne à la sortie pour nous accueillir, nous aider, nous écouter, on n'a personne et on ne le fait pas. Ça, c'est une raison pour laquelle certaines personnes ne sortent pas, parce que le coût est trop élevé de sortir. Alors, je voudrais terminer avec une question importante, c'est « et les hommes dans tout ça ?» Parce que dans ce groupe, MISA, les hommes sont très engagés, eux aussi sont endoctrinés. Eux aussi, ils ont été trompés. Sauf qu'ils n'ont pas vécu cette esclavagisation, cette utilisation sexuelle des femmes, ces viols, ces agressions sexuelles, parce que tout simplement, Grégorienne Bivolareux, ça ne l'intéressait pas, donc ce n'était pas son objectif. Ces hommes, ils sont très engagés, eux aussi donnent de leur temps, quelquefois abandonnent leur carrière, leurs études, leur famille, pour faire partie de cette école. Mais en fait, ils sont maintenus dans l'ignorance. Donc pour eux, tout se passe bien. L'école est géniale. Impeccable. Ils savent que les femmes font des choses secrètes. Alors, il y en a certains, ça les met un peu mal à l'aise, mais il y en a d'autres qui considèrent que ça fait partie du truc, en fait. Voilà, les femmes ont droit à un enseignement supérieur et secret en tant que Shakti, etc. En réalité, les hommes servent de rabatteurs dans ce système. Ce sont des figures, souvent très propres, sincères, très engagées, des profs de yoga qui vont
être extrêmement sympathiques, etc. C'est une vitrine impeccable. Donc ces gens-là font partie du système à leur insu et ils vont recruter de nouvelles personnes qui vont venir faire du yoga dans l'école. Et pour ça, je voudrais vous parler d'un exemple d'une personne que j'ai interviewée dans mon podcast qui s'appelle Geoffrey et qui, lui, a été très longtemps, pendant plusieurs années, prof de yoga certifié d'une école de Tantra Yoga qui s'appelle Agama et qui est une antenne dissidente de Misa. Donc c'est un ancien collègue de Grégorian qui, roumain lui aussi, à un moment donné a décidé de s'écarter un peu, de s'éloigner de ce gourou qui était poursuivi par la justice quand même. Et donc il a créé sa propre école. Mais il a repris les enseignements de Gregorian Bivolaru. Geoffrey me parle de son expérience au sein de cette secte. Et je voulais vous faire écouter le teaser de l'émission. Je découvre pour la première fois le yoga et je me retrouve dans un état de transe, quoi. Je sens extrêmement clairement l'énergie qui circule à l'intérieur de moi. Là, c'est la meilleure expérience scientifique pour moi. Il n'y a même plus d'expérience scientifique à faire, en fait. C'est du ressenti, c'est forcément vrai. Vraiment, c'est incroyable, en fait. Je pourrais aller loin dans le yoga si je me mettais sérieusement dedans. Je pourrais commencer à avoir beaucoup plus de pouvoir. Les capacités paranormales, surnaturelles des yogis qui s'atteindraient en faisant intensément 10, 20, 30 années de pratique. Donc la lévitation, traverser les murs, devenir invisible, lire dans la tête des gens, se dédoubler. Donc vraiment efficace pour aider l'humanité en gros, et aider la planète. Et là, le couperet tombe. Je me dis, c'est encore des gens qui veulent faire du mal à l'école parce qu'ils comprennent pas le côté beau et sain du tantra. Si. En fait, c'est juste la continuité de plein de petites alarmes rouges que tu avais en arrière-plan depuis des années. Mais j'étais loin d'imaginer ça quand même. Voilà. Donc là, le rabatteur typique, sincère, à fond dans le yoga, super pro, à faire toutes les positions, à bosser comme un dingue, et à devenir lui-même prof de yoga, donc professionnel. Lui, c'est un peu différent son histoire parce que l'école était en Thaïlande. Le Swami en question, il se fait appeler Swami, il est donc en Thaïlande tranquillement parce que là-bas, les lois sont assez sympathiques pour lui, puisque 6 mois après une agression sexuelle, au-delà de 6 mois, on ne peut plus porter plainte. Donc c'est assez confort. Lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a eu des plaintes, il y a eu des personnes qui ont dit qu'elles avaient été violées par lui, qu'elles étaient esclavagisées aussi, parce que, tout comme Gregorian Bivolaru, il a des esclaves à son service, des personnes qui font les choses pour lui, à demeure, la cuisine et tout le reste, les courses et le linge, etc. Et ce qui est assez intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que des scandales, il y en a toujours eu, en fait. C'est un peu comme Gregorian Bivolaru, qui se fait arrêter et puis est relâché. Se fait arrêter et puis est relâché. Et bien là, ce Swami, il y a des scandales, et puis les gens qui sont scandalisés s'en vont, et puis ils ne peuvent pas avoir gain de cause, mais ils s'en vont. Il y a éventuellement peut-être un article ou deux dans la presse, et puis, en fait, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans l'école. Et puis, ça repart à zéro. Les gens oublient, les gens n'en parlent plus. Il y a à nouveau des scandales, etc. Donc, en fait, les rumeurs dont il parle, ce sont justement ces anciennes histoires où il n'y a plus personne pour vraiment raconter ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu quelque chose de pas sain qui s'est produit. En fait, dans cette situation, quand on n'est pas sous emprise, quand on n'est pas sous l'emprise et agressé par ces prédateurs, on ne voit pas ce qui se passe et on peut être soi-même étudiant dans une école de yoga sans avoir aucune idée de ce qui s'y passe vraiment. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence qui s'intéressait à l'emprise mentale. Merci à Elisabeth Fétit, autrice, documentariste, qui explore depuis des années la manière dont nos croyances et nos biais influencent nos comportements. Vous pouvez écouter la suite de la conférence nourrie par une discussion avec John Antonakis, professeur au département de comportement organisationnel de la faculté HEC de l'Université de Lausanne. Le tout est sur le canal YouTube de l'Université de Lausanne. Vous y retrouvez d'ailleurs aussi toutes les autres grandes conférences. À tout bientôt!